Donc, moi, je suis Laetitia Cour, je suis chargée de mission à la CRES Bretagne. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu début octobre, qui a permis d'aborder la question de la réglementation des ressources et de l'accompagnement des structures OSS vers la restauration collective plus durable. C'est un webinaire qui avait été organisé avec la DRAF et la MFR de Fougères. Vous pouvez retrouver le replay sur le site ESS Bretagne. Et vous pouvez également retrouver la vidéo de la visite de la... Enfin, vous pourrez retrouver bientôt la vidéo de la visite de la cuisine centrale de l'ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande. Une visite qui avait été co-organisée avec la DAPEI 35. Je sais que normalement, il devrait être présent aujourd'hui. Donc, à présent, nous avons un deuxième webinaire qui est consacré au programme Coup de Foot Pro, qui est un outil pour réduire l'empreinte carbone des achats et mener de la restauration collective. Vous êtes une quinzaine de personnes, vous êtes inscrits à ce webinaire avec une représentation finalement d'acteurs de l'ESS de différents secteurs d'activité, en particulier des têtes de réseau des fédérations comme l'UNAT Bretagne, le collectif des festivals, Famille rurale d'Ille-et-Vilaine, le pôle ESS de Fougères, la DAPEI 35, et également des acteurs en lien avec l'alimentation, donc comme Initiative Bio-Bretagne et des chargés de mission sur la partie alimentation des plans alimentaires territoriaux. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais animer le webinaire avec l'équipe de Cold Food Pro, qui est composée de Florence Busson, qui est chargée de mission restauration collective et alimentation bio à la Maison de l'Agriculture Bio 29. Audrey Fontaine, qui est coordinatrice du projet Cold Food Pro à l'Université de Bretagne occidentale. Et Jean-Michel Lartigue, qui est responsable du service conseil, expertise alimentaire et référent Cold Food Pro à la BOCEA. Donc, je les remercie d'avoir préparé ce webinaire avec nous à la CRES. Avant de leur passer le relais pour qu'ils vous présentent le programme Coup de Foot Pro, je vous propose une présentation rapide de la CRES Bretagne et notamment de ma mission transition écologique et énergétique. On va passer le... Donc, ce webinaire va se dérouler en plusieurs phases. Donc, je vais vous présenter ma mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le cycle de rencontres sur la restauration collective durable dans les organisations OSS. Ensuite, donc, le projet Cold Food Pro vous sera présenté avec les premiers résultats issus des sites pilotes. Je laisserai la parole à l'équipe de Cold Food Pro. Ce sera suivi d'un temps d'échange et de questions. Et puis, Florence Buisson du MAP 29, de la MAP 29, pardon, vous présentera le réseau des MAB sur les territoires bretons et nous aurons également un temps d'échange et de test de l'outil Coup de Foot Pro avant la conclusion pour l'après-midi. Cette nouvelle mission donc, a vu le jour il y a presque un an maintenant. Sur cette première phase du programme 2021 et 2023, plusieurs étapes, enfin plusieurs en tous les cas, points. Donc un axe sensibilisation avec l'objectif de sensibiliser un maximum d'organisations OSS en Bretagne à travers des petits déjeuners, des webinaires comme aujourd'hui, des visites, j'en reparlerai tout à l'heure, ou la mise à disposition de ressources en ligne. Dans la mission, il y a également l'objectif d'impulser le changement dans les entreprises ESS et de les engager dans des opérations collectives à travers le choix d'aborder une thématique par an qui permette à la fois d'articuler l'accompagnement au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ce qui est traduit à travers ce cycle sur la restauration collective durable. Et il y a une troisième, je dirais un troisième axe qui est le soutien en fait aux entreprises et aux associations de l'ESS, à l'ensemble des organisations ESS, avec la mission d'accompagner une communauté de chargés de développement durable, RSE, RSO, dans notamment le montage de leur dossier pour des recherches de financement, pour un accompagnement technique, pour des conseils vers les transitions écologiques et énergétiques.
Alors en 2002, il y a eu un premier comité de pilotage pour lancer la mission d'accompagnement des organisations OSS et il a été décidé de faire un focus sur la restauration collective durable. Tout d'abord parce que c'est effectivement une thématique qui est à l'interface des 4 champs, que ce soit sur le social, l'économie, la solidarité et l'environnement. Et également, parce que ça permet aussi, heu, finalement d'aborder, plein de thématiques, liées aux enjeux de la transition écologique et énergétique, puisque lorsque l'on parle de restauration collective, durable, nous pouvons aborder la question des ressources, la question du territoire, avec, notamment, les modes de production. Nous pouvons également aborder la question du transport, des marchandises, en lien avec l'approvisionnement. Évidemment, nous abordons la question des économies d'eau, des économies, d'énergie. Et puis, l'enjeu santé et alimentation et la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets. Donc, il nous a paru que c'était une thématique importante pour lancer ce programme d'accompagnement sur les différentes thématiques de la transition écologique et énergétique, puisque c'était une thématique qui permettait aussi d'aborder de manière intersectorielle ces enjeux qui sont transversaux. C'est également un sujet qui est mobilisateur. Finalement, quel que soit son secteur d'activité, on peut être concerné par la restauration collective et ça permet de mobiliser aussi les convives, les agents, les participants, les salariés. Et enfin, ça a également l'intérêt d'avoir un effet démultiplicateur puisque finalement, d'accompagner le changement dans la restauration collective durable au sein de son organisation OSS peut avoir aussi des impacts dans la vie on va dire, dans la sphère personnelle des différentes personnes, qu'elles soient convives, salariés, jeunes en formation ou dans les habitats jeunes ou dans les auberges de jeunesse. Voilà. Alors, le cycle de rencontre sur la restauration collective durable a plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, c'est de favoriser les échanges et les liens entre les acteurs de l'ESS, donc tout secteur confondu, pour engager des démarches de progrès. Il a également pour objectif de présenter des projets de restauration collective durable et d'identifier les liens et les leviers qui sont rencontrés par les différentes structures de l'ESS. Un troisième objectif est bien de proposer des ressources et des réseaux d'acteurs en lien avec la restauration collective durable. Et en ce sens-là, je remercie l'équipe de Cold Food Pro d'être présente aujourd'hui pour nous présenter justement à la fois les ressources qu'ils ont pu développer, l'outil Cold Food Pro et puis la mise en lien aussi avec les acteurs de la restauration collective. Et également, ce cycle de rencontres a pour objectif d'informer sur le cadre réglementaire et les dispositifs d'accompagnement qui existent lorsque l'on s'engage dans une démarche d'amélioration continue pour sa restauration collective. Le programme de ce cycle de rencontres a démarré au printemps dernier et puis il se poursuit donc avec différents temps de visite et de webinaires, je l'ai cité tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre, donc avec ce webinaire, ce deuxième webinaire. Il viendra également la semaine prochaine, vendredi prochain, une visite à la MFR de Rumingol dans le Finistère, avec l'objectif à la fois de rencontrer l'équipe, la responsable de restauration de la MFR et de réfléchir ensemble à comment s'engager dans une démarche de progrès pour une restauration collective plus durable au sein de son organisation ESS. Et enfin, tout au long de l'année, sur le site de ESS Bretagne, où via les réseaux, j'essaye de diffuser des outils, des méthodes et des ressources en lien avec cet enjeu-là, qui vous permet d'identifier à la fois des actions et des acteurs de l'ESS et également des ressources qui peuvent vous être utiles pour avancer sur cette question. Et enfin, n'hésitez pas à me solliciter puisque je peux répondre à vos demandes en fonction des besoins que vous pouvez avoir sur vos organisations ou au sein de vos réseaux ou de vos fédérations.
Bonjour à tous, le temps qu'Audrey voilà, commence à diffuser le diaporama, on va très vite arriver sur une petite vidéo pour vous présenter le projet. Déjà, merci à tous d'être là. On est content dans le collectif là, du projet Cool Food Pro. Effectivement, on se positionne en tant un peu qu'acteur d'accompagnement du changement sur le sujet de la restauration collective. Donc moi, je travaille à la Maison de la Bio du Finistère et c'est vrai qu'on travaille depuis 20 ans sur l'accompagnement de l'introduction des produits bio en restauration collective et que nécessairement, ça implique des changements de pratiques. Et là, voilà, depuis presque 2 ans maintenant, on travaille avec l'UBO et Labocea justement sur comment un peu modéliser et donner des indicateurs pour montrer que quand on fait des changements de pratiques pour avoir pour aller vers des pratiques plus vertueuses qui vont vers l'alimentation saine et durable, on peut aussi avoir des indicateurs qui montrent qu'on s'engage justement dans cette transition écologique avec des indicateurs qui permettent de montrer qu'on a un impact favorable pour l'environnement au niveau du carbone, mais pas que. Donc, c'est ça qu'on va vous expliquer tout au long de cette présentation. Mais pour commencer, on va vous montrer une petite vidéo qui présente globalement le projet. Et ensuite, voilà, tous les trois, on interviendra pour vous présenter plus en détail le projet Cool Food Pro et comment vous pouvez vous en emparer. Vous aurez bien en tête tous les métiers. Merci beaucoup. Désolée pour le petit souci technique. C'est la première fois qu'on teste de diffuser la vidéo pendant un webinaire, donc il fallait bien une première. Déjà, bonjour à toutes et à tous aussi. Donc Audrey Fontaine, effectivement, merci Laetitia de nous avoir introduit tout à l'heure et voilà, présenté le projet. Puis merci pour cette invitation. Donc pour vous donner quelques chiffres sur le projet, puis tout d'abord un peu un calendrier. C'est un projet qui a commencé il y a une année maintenant, en avril, maintenant et demi, en avril l'année dernière, et qui dure à peu près 2 ans, avec l'objectif donc d'accompagner une centaine d'établissements de la restauration collective, qu'elles soient publiques ou privées, tous secteurs confondus, dans l'amélioration de ces pratiques pour aller vers des pratiques plus durables, plus bas carbone et meilleures pour la santé. On espère arriver à atteindre des économies d'environ 1000 tonnes de CO2, quelque chose qu'on va pouvoir mesurer avec l'outil qu'on va vous présenter dans un instant. Ces 1000 tonnes sont à atteindre avant juin 2023. Petit clin d'œil de début de présentation du projet, mais on espère avec vous. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous donner envie de pouvoir vous impliquer sur ce projet et utiliser les outils que l'on met à disposition. Et donc, vous l'avez vu dans la vidéo à 2 reprises, on a 5 leviers d'action sur lesquels on propose de pouvoir améliorer les pratiques pour réduire l'empreinte environnementale des achats, des menus et lutter également contre le gaspillage alimentaire. Donc les voici. Voilà. Au niveau du partenariat, donc effectivement, on représente les 3 structures avec Florence et Jean-Michel aujourd'hui. Pour ma part, voilà, je travaille à l'Université de Bretagne occidentale dans un laboratoire qui s'appelle le LEGO, qui est le laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest.
dont l'un des domaines d'expertise est l'alimentation, les pratiques plus durables, les pratiques alimentaires durables, l'alimentation. Et donc, avec des enseignants-chercheurs qui se sont aussi impliqués sur le projet pour pouvoir analyser un petit peu les changements de comportement en restauration collective, quels étaient les freins, quels étaient les leviers. Donc voilà, ils nous ont aidés au démarrage du projet, notamment aussi à co-construire les outils dont on avait besoin. Et ils sont à nos côtés aussi pour essayer d'améliorer aussi les pratiques d'accompagnement sur le terrain, d'animation auprès des convives. Est-ce que Florence, je te relaisse la main pour la Maison de la Bio ou de toute façon, tu présenteras le réseau tout à l'heure? Je ne sais pas si tu veux redire un mot tout de suite ou si je continue. Je te laisse continuer. On est Ouais. partenaires et je présenterai plus globalement le réseau tout à l'heure, oui. Super. Jean-Michel, pardon, de la Bossea, du coup, tu veux dire un petit mot peut-être sur la Bossea quand même? Oui, donc la Bossea est une entreprise publique, c'est un groupement d'intérêt public. On est en fait un regroupement de plusieurs laboratoires territoriaux. Si historiquement, nous faisions surtout donc des analyses, et notamment en hygiène alimentaire, depuis maintenant 7 ans, on travaille également, et en premier lieu pour la restauration collective, sur toute la notion de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on a mené par le passé des opérations avec le conseil départemental du Finistère pour le CDEF, mais aussi les collèges, dans ces notions de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, nous avons rejoint le projet en février 2022 et on a commencé à réaliser toutes les actions d'accompagnement sur le terrain, donc des sites pilotes et maintenant des sites en cours de déploiement, mais je pense qu'on aura le loisir de vous en reparler après. Et ce projet, en fait, c'est un projet franco-britannique parce qu'on travaille avec 2 partenaires en Angleterre. Ce sont des associations environnementales. L'une, la Soul Association, a une mission assez similaire à la Maison de la Bio, mais à un niveau national et fait partie aussi des structures qui délivrent l'agrément de l'agriculture biologique sur le territoire anglais. La deuxième structure, PECT, est plutôt spécialisée dans l'accompagnement à la réduction des émissions carbone sur différents secteurs, notamment l'énergie et depuis quelques années l'alimentation aussi. Et faisait partie d'un premier projet que l'on a monté ensemble qui s'appelle Cool Food et qui permet d'accompagner les particuliers dans leur changement de pratique pour mesurer leurs gains carbone et leurs économies financières. Et j'ai vu qu'il y avait une personne du collectif des festivals. Et je ne sais pas si Marilyn Nair travaille toujours ou pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors des échanges, mais Marilyn avait connaissance de ce projet Cool Food, faisait partie des structures ambassadrices, donc peut-être que ça fait déjà écho à la structure du collectif des festivals, ce type de projet. Et complètement, Marilyn est toujours là et c'est elle d'ailleurs qui m'a envoyé voilà. l'invitation au webinaire. Et bien génial, vous pouvez la saluer de ma part. Ça marche, je le dirai. Et en termes de partenariat financier, donc le plus gros du budget, c'est-à-dire environ 69%, est financé par l'Interreg France-Manche-Angleterre. Donc, ce sont des fonds européens qui couvrent des projets qui ont des actions principalement du côté France sur Bretagne-Normandie et en allant jusque dans les Hauts-de-France et couvrent la zone Manche du côté anglais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a monté ce projet vraiment porté, en tout cas par la Bretagne, qu'on essaye aussi de disséminer en Normandie et Hauts-de-France. Donc, si vous avez des structures aussi qui partenaires ou que vous connaissez qui sont là-bas, n'hésitez pas à leur parler du projet aussi. On a aussi un cofinancement de la part de Brest Métropole, qui est un partenaire financier aussi stratégique, puisque la plupart des sites pilotes que l'on a accompagnés, dont on va vous parler tout à l'heure, font partie du territoire de Brest Métropole. Voilà, Florence, je te laisse la main pour présenter nos différents secteurs sur lesquels on a pu proposer ce type d'accompagnement à Cool Food Pro. Je les mets tous à l'écran et puis je te laisse compléter. Et pour compléter justement sur Brest Métropole, effectivement, qui nous soutient sur le projet, pour préciser, en fait, c'est le PCAET, donc le plan climat, air, énergie, territoire de Brest Métropole et le projet alimentaire de territoire, puisqu'en fait, ils souhaitent que la restauration collective soit aussi un peu au cœur des préoccupations pour faire changer aussi les pratiques sur le volet climat et sur le volet alimentaire. Donc, comme je vois aussi qu'il y a quelqu'un du PAT de Dinan, c'est intéressant de voir aussi que la restauration collective trouve une place intéressante pour un peu mobiliser globalement les populations sur le sujet de l'alimentation saine et durable.
Donc, le programme Cool Food Pro, il s'adresse au niveau de la restauration collective en général, la restauration collective sociale, mais aussi la restauration collective plus commerciale, puisqu'on peut toucher la restauration d'entreprise ou la restauration commerciale, notamment pour impulser, et ça a été une demande notamment de Brest Métropole aussi, que le changement ne se passe pas uniquement dans l'assiette des enfants à la cantine, mais qu'on puisse aussi impulser une dynamique auprès des restaurateurs qui sont présents sur le territoire. Donc, on travaille autrement, bien sûr, sur tout ce qui est restauration collective au sens scolaire du terme, donc tout ce qui est cuisine centrale en gestion propre ou concédée à destination des établissements scolaires. On touche le secteur de la santé, hospitalier et médico-social. Tout à l'heure, Jean-Michel vous présentera justement nos 6 sites pilotes qui sont un petit peu représentatifs de tous ces secteurs-là, justement. Et puis, voilà, comme je le disais à l'instant, on a pour objectif de toucher les collectivités sur leurs projets au sens PAT, plan climat, pour essayer d'impulser des nouvelles pratiques, de pouvoir les mesurer et de pouvoir aussi un peu impulser des nouvelles dynamiques à l'échelle d'un territoire et faire un effet un petit peu entraînant plus global. Et au cœur de tout ça, tous les leviers sur le contrat avec Cool Food Pro qu'on vous a présenté à l'instant, ils sont bien entendu au cœur de la loi Egalim, hein, le gaspillage alimentaire, plus de bio, plus de local, plus de saison, réduire le gaspillage alimentaire et aussi réduire l'utilisation des plastiques, ça fait partie des choses qu'on évoque dans Cool Food Pro. Ça reste des priorités aussi qui sont présentes dans la loi Egalim, donc Cool Food Pro est là aussi pour accompagner sur la loi Egalim dans sa globalité. Et c'est le constat qu'on fait avec les sites pilotes qu'on a accompagnés, c'est que ça leur permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là avec plus d'envie et plus d'idées pour le faire. Et donc justement, Jean-Michel, je te laisse présenter les 6 sites pilotes qu'on a accompagnés, justement, qui ont des profils assez différents. En fait, on voulait avoir un échantillonnage représentatif de la restauration auquel on pouvait donc avoir affaire sur le territoire du Finistère, où nous avons attaqué donc la phase pilote du projet. Donc, on a travaillé bien entendu avec le CHU de Brest. Et là, donc, au niveau de la cuisine centrale, ce qu'on appelle l'unité de production centrale, mais aussi le CEF, donc, destiné au personnel du CHU, mais également, donc, on est allé directement sur le service en fait, des repas, donc, au niveau d'unités de soins, type donc, pneumologie, donc EHPAD, avec des profils plutôt de court, moyen, long séjour, pour avoir véritablement une approche la plus complète possible du gaspillage qui existait au niveau du CHU, ou des CHU d'une manière générale. Donc, on a également donc, travaillé avec la cuisine centrale de Brest, mais aussi des écoles qui sont associées à cette cuisine centrale, qui sont livrées par cette cuisine centrale de Brest. Donc, pour avoir vraiment une idée donc, du travail qui était déjà réalisé. Alors, la cuisine centrale de Brest est très avancée dans la partie approvisionnement bio, mais c'était pour nous important de pouvoir valoriser tout ça et voir un petit peu quels étaient les leviers qu'ils avaient pu mettre en place. On a également travaillé avec la cuisine centrale de Plouguerneau, et donc là, par contre, des écoles privées qui étaient livrées par cette cuisine centrale. Voilà. Ce qui nous permettait d'avoir une vision également un peu plus spécifique de la restauration scolaire, donc école privée, qui en général est moins informée et moins disposée à avancer sur la partie Egalim. Et on a également donc, travaillé avec le collège de la Fontaine-Blanche, qui est un collège donc, du conseil départemental du Finistère, pour avoir une vision de la restauration scolaire classique. Et nous avons travaillé également donc, avec l'association Les Jaunets d'Or, que vous connaissez certainement. Donc on rentre totalement dans le cadre du médico-social. Et on s'est rendu compte qu'il y avait également pas mal d'actions à mener, ne serait-ce que pour commencer sur la partie information donc, de la loi Egalim, puisqu'on s'est rendu compte que certains sites, pas forcément les Jaunets d'Or, on a d'autres sites, qui ne maîtrisaient pas en fait, les attentes et les objectifs mis en place par la législation sur justement la réduction du gaspillage, mais aussi l'introduction du plat végétarien, l'introduction des produits bio, l'introduction des produits SICO au sein des approvisionnements. Et puis pour finir, dernier site pilote avec lequel nous travaillons, c'est Easy. Donc Easy est une chaîne de restauration commerciale, mais qui fonctionne un peu comme une cuisine centrale. C'est-à-dire qu'elle a un site principal qui fabrique et qui envoie sur des sites satellites qui sont des restaurants de vente à emporter. Très avancé sur la démarche approvisionnement bio, mais qui a tout un travail à réaliser sur la partie élimination des plastiques et substitution des emballages à usage unique. Voilà pour les 6 sites pilotes que nous avons accompagnés. Et le plus gros du travail a été fait là, de mars-avril
pour la partie opérationnelle terrain, on va dire, jusqu'à sa fin septembre. Je te laisse la parole. Oui, on va passer, justement, on va zoomer sur un site, les Genêts d'Or. Voilà, dans le cadre de ce webinaire, ça nous paraissait intéressant de vous diffuser les résultats qu'on a pu obtenir avec cette association. Alors, je vais redonner la main sur cette première slide à Florence. On te complète avec Jean-Michel dès que tu as besoin. Puis après, je présenterai les résultats. Oui, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un petit peu les étapes de travail qu'on avait eues avec les Genêts d'Or avant de vous montrer les résultats qu'on a obtenus en termes de gains environnementaux. C'est qu'effectivement, pour accompagner les changements de pratique, il y a différentes phases qui sont importantes à ne pas négliger. Et on a essayé avec Cool Food Pro d'avoir des outils justement qui vous aident à faire ces étapes pour vous accompagner dans les changements de pratique. Donc, la première étape, c'est déjà de faire un état des lieux. Un inventaire de ses pratiques au niveau de sa restauration, quand on peut faire un peu le point sur ses moyens techniques et où est-ce qu'on en est déjà par rapport à la loi Egalim. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire en autonomie. Nous, au niveau du réseau que je vous présenterai tout à l'heure, au niveau du réseau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, on peut aussi accompagner sur ce type de diagnostic. Et après, l'outil Cool Food Pro, on vous a mis un certain nombre de ressources à disposition sur un site qui s'appelle coolfoodpro.net. Où vous avez un certain nombre de ressources et notamment, on vous met à disposition une bibliothèque, qu'on appelait une bibliothèque de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on a recensé des pratiques mises en œuvre dans pas mal de sites de restauration collective qui toutes ont un objectif précis pour aller vers une alimentation plus saine et durable. Donc, on peut un peu aller choisir dans ces pratiques ou en tous les cas voir si on les pratique ou pas, ou si on est en mesure de le faire et si on ne le fait pas, est-ce qu'on peut se fixer une échéance pour y aller et peut-être les prioriser les unes par rapport aux autres en fonction de son fonctionnement interne. On a aussi sur le site en ligne des études de cas, c'est-à-dire qu'avec nos 6 sites pilotes, on a un peu analysé des changements de pratique et on les a un petit peu décrites à travers ces études de cas et on a montré les résultats qu'on pouvait obtenir en mettant en place ces changements de pratique. Suite à cet état des lieux, l'idée c'est ensuite de se fixer quelle feuille de route on va mettre en place, sur quel levier on va travailler prioritairement et peut-être on va se donner une échelle dans le temps pour travailler sur ces changements de pratique. Donc là encore, vous pouvez le faire de manière autonome dans un groupe de travail au sein de votre structure sur la restauration collective, mais on peut aussi, dans le cadre de Cool Food Pro, sur les 6 sites pilotes, on avait un financement pour accompagner sur ce temps-là aussi nos 6 sites pilotes. Et là encore, il y a un certain nombre de ressources qu'on a mis à disposition sur Cool Food Pro, donc des recettes. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous présenter aussi brièvement le calculateur qui permet de faire des gains, qui permet de faire les calculs de gains. Donc là, on a aussi un mode d'emploi de ce calculateur. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait du gaspillage alimentaire. Il y a aussi un guide qui est mis à disposition sur la préconisation, avec des préconisations pour mesurer et comment mettre en place la réduction du gaspillage alimentaire. Et bientôt, normalement, on va aussi faire des nouvelles vidéos justement pour illustrer ces changements de pratique. Et une fois que cette feuille de route est établie, qu'on coopte avec le site de restauration collective, juste hier, on était dans le cadre de la COP locale sur Brest Métropole, on était au CHU de Brest et la directrice adjointe du CHU a bien mentionné justement que la force du projet Cool Food Pro, c'était de fédérer des acteurs autour des changements de pratiques en restauration collective pour aller vers une alimentation saine et durable. Et justement, l'important pour ces projets-là, c'est que la feuille de route, elle soit partagée par plusieurs acteurs de la restauration collective. Il faut souvent avoir, bien entendu, des cuisiniers, mais il faut parfois avoir aussi quelqu'un qui est en charge peut-être des menus, des approvisionnements, une personne qui a un rôle peut-être plus fédérateur et coordinateur au niveau de la direction. Donc, tout ça, c'est des choses justement qu'on essaye aussi de mettre en avant et de promouvoir à travers le projet. Et une fois que tout ça s'est mis en place, l'outil Cool Food Pro et notamment l'application et le calculateur de gains environnementaux, il va vous demander de faire mensuellement des monitorings pour voir justement par rapport à des changements de pratiques sur lesquels vous vous engagez, de mesurer de manière effective comment vous les avez mis en œuvre. Donc, par exemple, vous vous engagez à remplacer des carottes conventionnelles par des carottes bio. Combien de kilos vous avez acheté de carottes bio le mois dernier, en plus que ce que vous aviez l'habitude de faire, et quels gains environnementaux ça génère. Et voilà, il y a plein d'autres exemples de ce type-là. Donc, ce monitoring-là permet aussi
Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant avec 6 mois de recul sur les sites qu'on a accompagnés. Cette phase de monitoring, ça permet de voir que les efforts qu'on a faits conduisent à des résultats tangibles et que ça donne envie potentiellement de prendre des nouveaux engagements pour continuer à progresser vers l'alimentation saine et durable. Et pour ne pas oublier les convives, parce que là, on parle beaucoup des personnes qui vont faire des changements dans les cuisines et dans les équipes de direction. Ce qui est important aussi, et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est de pouvoir sensibiliser et communiquer auprès du convive. Par exemple, quand on a introduit un repas végétarien supplémentaire dans la grille de menu, il faut expliquer quel enjeu il y a derrière. Et donc, on met aussi à disposition, c'était visible dans la petite vidéo qu'on vous a présentée, un certain nombre d'outils de communication qui sont aussi mis à disposition sur le site Cool Food Pro. Et Jean-Michel et Audrey, n'hésitez pas à compléter mes propos. Je vais compléter si tu veux bien, Florence. Juste pour vous dire, par rapport au guide de préconisation de la réduction du gaspillage, on en a fait un spécifique pour les centres hospitaliers et les centres médico-sociaux, pour véritablement tenir compte des spécificités de chaque structure, en fait. Et puis, également, dans la partie Egalim, il y a une obligation également, normalement, d'afficher ces résultats et de communiquer sur ces résultats. Donc, l'application Cool Food Pro et le site qui permettra donc de générer donc, des affiches d'informations permettra de répondre également à cette attente. Oui, tout à fait. Pour compléter sur ces phases de monitoring mensuelles, déjà, c'est un temps qui peut être relativement court, qui peut être d'une demi-heure à 1 heure, selon le nombre de défis, selon le nombre de changements de pratiques que chaque établissement se sera fixé. En tout cas, on vous le montrera au travers de l'application tout à l'heure, mais on est sur très peu de données à fournir, des données normalement assez facilement récupérables sur les outils de gestion, par exemple. Donc, voilà, ce n'est pas un temps énorme qui est demandé à consacrer au remplissage de l'outil. Par contre, les retours des utilisateurs, enfin des sites expérimentateurs qu'on a, c'est qu'en fait, ça leur rappelle tous les mois, tiens, qu'est-ce que c'était finalement ma feuille d'action, mon plan d'action, sur quoi j'avais prévu de travailler. Donc, ça fait un bon moyen de rappel aussi de ce qu'on a décidé de mettre en place il y a quelques mois. Voilà, au moins, on garde vraiment ce suivi régulier, cette trace de ce qu'on a décidé en termes de plan d'action. Donc, justement, pour en venir aux défis et aux résultats spécifiquement des Genêts d'Or, donc on a travaillé avec eux sur différents leviers. Donc, du côté de la Maison de la Bio, ils ont été accompagnés notamment sur l'achat de fromage blanc, de yaourt en bio. On a également regardé sur leurs achats quels étaient les fruits sur lesquels on pouvait retravailler la saisonnalité. Donc, notamment, ils ont réussi à réduire les achats de kiwi hors saison, d'orange en hors saison. On a également travaillé, donc ça c'est ce que propose la Maison de la Bio, c'est de regarder aussi les grilles de menus et de voir là où il peut y avoir des changements de pratique en termes de réduction des grammages de protéines animales. Là, on a vu, donc avec Sophie Gallou, la responsable des Genêts d'Or, de la restauration des Genêts d'Or, qu'en passant les filets de poissons, que ce soit saumon ou colin, de surgelés à frais, ils ont pu faire une réduction de passer de 130 grammes à 100 grammes en termes de portions par convive. Et donc, on a pu calculer du coup les gains mensuels réalisés sur cette diminution du grammage de poisson. On parle beaucoup, d'ailleurs, le levier s'appelle moins de viande, plus de qualité, mais en réalité, c'est bien moins de viande, moins de poisson, plus de qualité. Là, on a cet exemple parfait des Genêts d'Or. Donc, on voit en haut à gauche les tonnes économisées, donc plus de 25 tonnes déjà réalisées par les Genêts d'Or, et dont au moins les 3/4 ont été générés grâce à cette réduction d'une portion de 130 grammes à une portion de 100 grammes sur le poisson. Oui, je vois une main levée. Laetitia, je ne sais pas si on prend les questions tout de suite ou si on fait ce temps ensuite, de questions-réponses. Alors, peut-être juste terminer votre présentation, parce que je crois que c'est terminé dans pas très longtemps. Et puis, juste après, on enchaîne par un temps de questions-réponses. Si ça ne vous dérange pas, Célia. Super. Très bien, Quelques instants.
Et le levier sur lequel on a aussi travaillé, donc c'était intéressant parce qu'avec voilà, cette association, on a pu vraiment travailler sur les différents leviers, donc sur la réduction du gaspillage aussi. Et il y a eu des bons résultats, hein. Jean-Michel, tu Oui, complètes. on a travaillé en fait avec l'un des sites Jeunet d'Or, avec celui Ouais, de Briec, une seule ouais. cuisine. Et on a travaillé en fait sur les effectifs, mais aussi du coup sur les quantités mises en production, et notamment peut-être même les recettes. Et c'est un lien qu'on a forcément rencontré à chaque fois lorsqu'on a fait des actions d'accompagnement sur la réduction du gaspillage. On s'est rendu compte que quand on posait des questions du pourquoi le gaspillage, mais on en arrivait aux approvisionnements, on en arrivait aux fiches recettes, et on pouvait réduire le gaspillage et aussi améliorer l'approvisionnement en ayant plus de bio ou de meilleure qualité, qui pouvait entraîner derrière d'autres actions bénéfiques, c'est-à-dire une viande ou un poisson qui perd beaucoup moins en eau au niveau de la cuisson, ce qui fait que en fait, finalement, pour une même portion fin de cuisson, on n'a pas besoin d'avoir une aussi grande quantité que lorsqu'on le prenait en surgelé. Et en fait, c'est vraiment des cercles vertueux ça fait gagner en gaspillage, mais ça fait gagner aussi en termes d'approvisionnement. Et c'est vraiment la force de cette application, de cet outil, c'est de pouvoir mettre en lien en fait tous ces leviers. Et il y a un point important aussi que je n'ai pas pensé à vous expliquer. Vous avez peut-être vu qu'il y a un montant en euros qui est affiché. Donc, pour le site de Briec, en fait, par rapport à la réduction du gaspillage qui a été faite là, sur un espace de 3 mois, le site de Briec a pu économiser 3 688 €, puisque l'application permet de calculer ça aussi. Voilà. Effectivement, il y a différents indicateurs. Donc, l'indicateur principal, ce sont effectivement les kilos de CO2 ou tonnes de CO2 économisés, parce qu'on vous l'a dit en début de présentation, on est aussi objectivé au niveau de l'Europe sur cet indicateur-là, l'indicateur climat. Par contre, dans l'outil, il était très important pour nous de pouvoir parler d'autres indicateurs. Alors, l'indicateur financier, il fait vraiment sens sur la réduction du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou plastique. Il y a d'autres indicateurs selon les leviers qui peuvent être pertinents à citer et à mentionner, sur lesquels on a pu aussi faire des calculs, notamment la consommation d'eau ou les surfaces de forêt. Donc, on parle de la déforestation importée. Ça, ces deux indicateurs-là concernent le levier moins de viande, plus de qualité. À partir du moment où vous allez remplacer des protéines animales par des protéines végétales dans l'assiette, vous avez effectivement un impact positif sur le climat, mais bien entendu aussi sur les ressources en eau et les ressources en forêt, en fait. Vous allez moins participer à la déforestation pour produire la nourriture animale. Et on a d'autres indicateurs qui ne sont pas mentionnés ici. Quand on travaille sur le levier bio, on a aussi des indicateurs sur la biodiversité, notamment la qualité de l'eau, où on peut voir ces résultats sur la qualité de l'eau quand on passe, voilà, comme disait Florence, d'une carotte, on la passe en bio, ou également sur la diversité des espèces d'oiseaux. Voilà, on essaye d'ajouter au fur et à mesure des indicateurs lorsqu'il y a aussi de nouvelles études qui sortent. Voilà, ça, c'est aussi le travail de l'UBO et des chercheurs à l'UBO, de pouvoir être en veille sur ce type d'études et de pouvoir compléter l'outil dès qu'on le peut. Voilà. On a essayé d'en faire un outil le plus agile possible de ce côté-là. Merci. Les deux dernières slides, je vais te donner la main, Jean-Michel. Elles vont être très, très courtes, comme ça on va pouvoir passer ensuite au temps de questions-réponses. Donc, l'idée est de pouvoir… donc là, à ce jour, on va dire à fin octobre, on est sur 50 sites qui sont rentrés dans la démarche. Donc, pour répondre à l'une des questions, les 100 sites, c'est en France et en Angleterre, sachant que sur ces 100 sites, on a à peu près 70 sites français à trouver. Et sur l'ensemble de ces 100 sites, là, au jour d'aujourd'hui, on est à 50 sites inscrits, mais qui sont aussi rentrés dans la démarche, environ, oui, qui sont rentrés dans la démarche et qui ont commencé à calculer des gains carbone. On a d'autres sites qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas encore, pour l'instant, engagé la démarche réellement. Sur ces 50 sites qui participent au programme CoFood Pro, on a de la restauration collective scolaire, on a pas mal de collèges. On a bien entendu d'autres structures médico-spécialisées qui vont nous rejoindre. Donc, je pensais aux Amitiés d'Armor, donc sur le Finistère. On a le CHU de Rennes, donc, où j'étais hier, en fait, qui a attaqué vraiment cette semaine donc, ses actions, comme pour le CHU de Brest. On a le CH de Dinan qui va rentrer. De mémoire, il me semble que l'Agrobio 35 a prévu un webinaire avec l'ADAPI 35. Je ne sais pas si la personne est là. Donc, on devrait se revoir d'ici peu, en visio, dès la semaine prochaine, d'ailleurs, je pense.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment amener le plus de structures, mais avec des tailles, mais aussi des profils différents pour les faire entrer dans la démarche. Sachant que pour nous, Cool Food Pro, ce n'est pas juste un projet européen qui va s'arrêter dans quelques mois, c'est un projet qui continuera derrière. Et c'est le message qu'on veut faire passer également aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un fil rouge sur Cool Food Pro pour le futur également, pour tous les établissements de Bretagne et de France. Donc, on a besoin de vous. Rejoignez-nous. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cet enthousiasme aussi que tu nous transmets aujourd'hui. Pour rappeler les quelques étapes et conclure avant de laisser la place aux questions, donc comment rejoindre le projet en quelques mots, proposition déjà de vous inscrire sur le calculateur. On le présentera peut-être un peu plus en détail si on a le temps tout à l'heure. Donc effectivement, créer son compte et puis commencer à regarder quel type de défi vous pourriez relever dans votre établissement, ou si vous êtes plus un ambassadeur, une ambassadrice, en parler autour de vous pour que des nouveaux établissements de restauration collective fassent ces étapes d'inscription et de choix de défis. On parlait de ce qu'on appelle le monitoring, donc vraiment réaliser les mesures mensuellement dans l'outil pour calculer les gains environnementaux générés par les changements de pratiques qui auront été décidés en amont. Et tout le kit de communication dont on vous parlait est aussi à disposition. Tout ça reste libre et gratuit. On tient à le préciser là, puisque cofinancé par des fonds européens, toutes ces ressources, tous ces outils que l'on a créés sont bien libres et gratuits. Voilà, un petit peu en 4 étapes, comment on peut rejoindre assez facilement le programme Cool Food Pro. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'il va y avoir quelques questions de précision aussi et puis de découverte de cet outil-là. Donc, je laisse la main. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous distribuer la parole. Voilà. Et puis, nous aurons ensuite une présentation par Florence Buisson des maisons de l'agriculture bio, voilà, des différents départements. Alors, c'est bien Camille, je vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour, je rebondis, Audrey, sur ce que vous étiez en train de dire. Vous présentiez l'outil de Cool Food Pro. Simplement, j'avais une question par rapport à l'outil de modélisation. J'étais en parallèle en train de m'inscrire là directement sur le site. Je sais que c'est un outil qui est destiné plutôt à vraiment la restauration collective, mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui, vous parliez des indicateurs sur la biodiversité, sur le climat, mais est-ce qu'il est possible de calculer l'empreinte carbone par assiette? Alors, on peut le modéliser en indiquant sur le levier. Alors, ça dépend du levier, en fait. Si vous regardez le levier sur la réduction de la viande et du poisson au profit des protéines végétales, vous pouvez le modéliser par assiette en indiquant un convive. En fait, vous allez voir qu'il y a à chaque fois le parcours pour prendre un défi, c'est une phase de diagnostic qui va demander quelques renseignements, par exemple sur le levier bio, des données d'achat en conventionnel et en bio, pour avoir une étape initiale, un état de lieu dont parlait Florence quand elle présentait les 3 grandes étapes, état des lieux, la prise de défi et puis la mesure. Si on passe sur le levier réduction viande-poisson, là, le diagnostic, c'est justement de dire combien de convives, quel grammage vous utilisez dans votre plat et dans votre recette et combien de convives. Donc, si vous mettez un convive, vous pourrez regarder effectivement, parce que la phase suivante, c'est la modélisation. En changeant le grammage, vous verriez sur une assiette l'impact. Ouais. Ok, merci beaucoup. Même chose pour le gaspillage d'ailleurs. Ouais, sur le gaspillage aussi, on peut jouer là-dessus aussi. Ouais. Très bien. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les données de l'outil. Vous n'êtes pas un site de restauration collective, mais que vous voulez voir la démarche de bout en bout. Depuis votre page Mes informations, vous pouvez cocher une case pour dire que vous êtes une utilisatrice test. Ça permettra de ne pas prendre en compte les résultats qui pourraient être générés depuis votre compte pour l'atteinte des 1000 tonnes. Comme ça, on ne triche pas. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser comme ça autant que vous voulez. Ça, c'est peut-être une petite astuce pour vous amuser avec, entre guillemets. Merci. Rudy, tu avais une question aussi? Oui, question du coup, en ce qui nous concerne au collectif, du coup, forcément pour les festivals, est-ce que c'est un outil adapté?
soit pour la partie restauration des équipes, ce qu'on appelle le catering, ou alors même restauration des publics? Complètement. On en a fait un test. C'était pas trop prévu dans le projet, mais en fait, on en a fait un test dans un événement qu'on a organisé nous-mêmes le 28 septembre dernier. C'est là où justement on a eu l'occasion d'échanger avec Laetitia à Bru. On avait invité une cinquantaine d'acteurs de la restauration collective et on a présenté le projet. On a fait des ateliers d'échange sur toute la journée. Et on a fait appel à un traiteur sur Bru qui a pu nous proposer un buffet 100% végétarien. Et on a décidé de comptabiliser les gains dans l'outil de justement ce buffet. S'il avait été avec des propositions justement carnées, on aurait eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on a eu avec ce buffet 100% végétarien. Donc, on a indiqué le nombre de convives qui avaient participé au buffet. On a mis que c'était un nouveau plat végétarien dans l'outil et on a enregistré les gains carbone. Donc, ça serait complètement faisable. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, dans notre cas, ce ne serait pas nous qui nous inscririons, ce serait les festivals. Chaque festival aurait son compte. Et en tant que collectif, vous pourriez avoir un rôle de coordinateur dans l'outil. On vous le montrera, je pense, tout à l'heure avec le compte de Sophie Gallou, ça serait pas mal. Sophie Gallou, pour revenir au Jeunet d'Or, pilote 3 cuisines à Briec, à Plabennec et puis à Morlaix. Et en fait, elle a un rôle de coordinatrice. Elle a pris des défis sur son compte, mais elle suit les défis aussi pris par les différentes cuisines. Donc, on pourrait très bien imaginer que, alors sans prendre de défi au niveau du collectif, ça ne fera peut-être pas de sens, sauf si vous voulez faire pour les équipes, un défi spécialement pour la restauration locale. Ça pourrait, des équipes. Et ensuite, être coordinateur des différents établissements qui s'inscrivent, qui sont plutôt des festivals pour le coup. Mais il suffit qu'ils mettent dans le champ restauration autre au moment de l'inscription. Et à ce moment-là, ils prendraient des défis et vous pourriez en avoir un suivi et même accès à la totalité des gains générés par tous les établissements qui sont adhérents au collectif. Ça pourrait être assez intéressant à utiliser. Oui, complètement. Voilà. Ouais. Ok, super, merci. Pour compléter, je pense que d'observer un peu comment sont faits les leviers qu'on propose justement sur les changements de pratique. Voilà, être attentif, peut-être, je pense à des festivals que vous avez qui se passent en hiver. Si les prestataires que vous mobilisez ont tendance à faire une offre un peu hors saison, vous pouvez les inciter peut-être à faire une offre plus de saison et peut-être aussi avec plus de produits bio. Et s'ils s'engagent à le faire, vous pouvez mesurer comme ça les gains que ça génère en fait. Ça peut aussi permettre de les motiver et à ce qu'ils comprennent les enjeux. Pourquoi vous leur demandez de supprimer la tomate dans le sandwich, par exemple? Enfin, je dis n'importe quoi. Exactement. En tous les cas, ça vous permettra peut-être de vous aider aussi à voir qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans les prestations que proposent les traiteurs qui font de la restauration pour les festivaliers. Et puis, et du coup, de communiquer auprès des festivaliers. Par exemple, à imposer aux traiteurs de faire une offre végétarienne systématiquement sur un stand de restauration pour les festivaliers, ça se mesure aussi en gains environnementaux très vite et ça peut être communiqué. Je pense qu'il y a pas mal de festivaliers qui sont attentifs à ça aujourd'hui. Donc, on peut jouer sur les deux tableaux, à la fois mobiliser les traiteurs et aussi montrer aux festivaliers que vous vous engagez sur des changements. Complètement. Intéressant. Merci. Merci. Sévina Pelloin du Cross Bretagne a une question également. Bonjour Sévina. Bonjour, oui, c'est pour rebondir par rapport à l'intervention de Rudy. Donc moi, je suis chargée de mission développement durable au comité régional olympique et sportif de Bretagne. Et donc, je vais accompagner les organisateurs d'événements sportifs. Donc, Rudy a déjà posé la question, voir si l'outil pouvait s'adapter. Sauf que moi, ma question est par rapport au fait que souvent, mes associations qui organisent des événements ne font pas appel à des traiteurs pour faire de la restauration, mais gèrent la restauration en interne. Donc là, c'est clairement cette association qui va faire ses propres achats, etc. Et je voulais savoir comment ça se passe dans ce cas-là. Est-ce que c'est possible ou pas, en fait? C'est encore plus facile. C'est eux-mêmes qui vont prendre les défis, en fait. Ils vont peut-être réfléchir différemment à leurs achats, de se dire, tiens, est-ce que dans mon secteur, j'ai un fournisseur de pain bio qui pourrait m'amener du pain bio pour faire des sandwichs? Je ne le faisais pas avant. Sur le site, je montre que j'achète du pain bio et je vois les gains que ça génère. Voilà. Pareil sur la saisonnalité, voilà, tous les gains où on fait une offre végétarienne, pareil, on fait le calcul. Ça peut leur donner un petit peu des pistes de travail s'ils veulent aller vers une offre plus saine et plus durable. Il y a aussi, on a parlé du gaspillage alimentaire et il y a le plastique.
supprimer les emballages individuels. Alors parfois, c'est des enjeux forts sur des événements de ce type-là. C'est pas toujours simple d'éviter l'emballage individuel sur des petites portions de fromage, mais parfois, en y réfléchissant un peu, on trouve des solutions. Et justement, notre outil permet aussi de mesurer les gains environnementaux quand on achète du vrac plutôt que de l'emballage individuel. Et donc là, on est vraiment là pour impulser, donner l'envie d'eux et calculer des gains qui motivent à le faire. Et la question peut-être des couverts jetables par rapport à des couverts lavables, s'il y a des sujets qui commencent à émerger de ce type-là, c'est pareil, le calculateur pourrait donner des chiffres là-dessus et encourager justement à cette réduction sur toute la partie jetable. Ouais. Ouais. Je sais qu'avec le Crous de Bretagne, on est en train de commencer à les intégrer aussi dans la phase de déploiement du projet. Ils viennent justement, alors c'est vrai que c'est au niveau des restaurants universitaires, c'est sûrement différent que lors d'un événement sportif ou d'un festival. C'est pas géré de la même manière, la laverie, tout est à proximité, mais en tout cas, ils ont arrêté depuis cette année les couverts jetables qui étaient distribués et du coup, on va faire les calculs de cet impact-là positif de la suppression des couverts jetables. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes d'utilisation de l'outil, aucun souci pour qu'une association, même si elle n'est pas en soi considérée comme un établissement de restauration collective, puisse renseigner des données au même titre qu'un établissement. C'est peut-être la différence avec l'outil Ma Cantine d'Egalim qui va vraiment être là pour regarder les objectifs, les atteintes des objectifs Egalim. Et donc, quand on s'inscrit, il y a tout un parcours où on doit vraiment prouver qu'on est un établissement de restauration collective. Ce n'est pas du tout le cas avec l'outil Coolfood Pro. Donc, on peut tout à fait avoir une association qui l'utilise parce qu'elle fait effectivement un petit peu de restauration ponctuellement. Ce que je trouve intéressant, effectivement, pour avoir vu les différentes présentations de Coolfood Pro, c'est d'avoir un visuel immédiatement, en fait, et de se lancer des défis voilà, de manière très, très simple. Effectivement, une association qu'avec des bénévoles peut tester des choses et avoir un résultat très concret. Et ça permet de justifier, d'argumenter aussi auprès à la fois de l'équipe de bénévoles ou de salariés ou même des partenaires, pourquoi ces choix ont été faits. Donc, c'est effectivement, je dirais, très, très, très opérationnel et très concret. Il y avait une personne qui souhaitait poser une question, mais la main est redescendue. Donc, je ne sais pas si c'était Célina, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas en tous les cas à utiliser le chat si besoin. Je vais laisser maintenant la parole à Florence qui va nous présenter le réseau des MAB sur la Bretagne. Et puis nous aurons à nouveau un temps d'échanger de questions avec la réalisation d'une simulation de gains, si c'est possible, éventuellement en fin de webinaire. Oui. Alors, j'ai juste un Florence, je te laisse prendre la main. Ouais, j'ai juste un petit souci technique. J'ai mon diaporama qui s'est... Enfin, j'ai un espèce de petit moulinage qui se fait là. Donc, je vais commencer oralement sans visuel. Je suis vraiment désolée. Je voulais justement me préparer à vous présenter le PowerPoint et je ne sais pas ce qui m'a fait là. J'ai un petit bug. Donc, du coup, oui, alors je vous ai dit que tout à l'heure, je faisais partie de la Maison de l'Agriculture biologique du Finistère et je fais partie plus globalement d'un réseau qui s'appelle la Fédération régionale de l'agriculture biologique, qui est au niveau Bretagne. Et on est un petit peu plus haut aussi, on a la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On est un réseau qui travaille à développer l'agriculture biologique sur le territoire du Finistère. On accompagne les producteurs vers leur conversion à la bio. On accompagne aussi les producteurs à se structurer en filière. On est aussi, on est bien entendu dans le champ de l'économie sociale et solidaire parce que ça fait partie un petit peu des valeurs intrinsèques de la charte, de l'éthique, des valeurs de notre réseau, de faire en sorte que les producteurs puissent travailler dans des bonnes conditions, développer
un mode de production qui soit le moins impactant possible sur l'environnement. Et puis, on a tout un travail aussi au niveau de notre réseau. Au-delà de travailler avec les producteurs, on essaye aussi de travailler vers le consommateur. Et voilà, depuis une vingtaine d'années, notre réseau accompagne les collectivités sur l'introduction des produits bio en restauration collective, ce qui nous a aussi amené à se professionnaliser un petit peu, à mieux comprendre les pratiques en place dans la restauration collective, de constater aussi que parfois les pratiques en restauration collective se sont un petit peu éloignées du monde de la production en utilisant beaucoup de produits qui sont un petit peu déracinés de leurs origines, avec des produits souvent pas forcément bruts, donc pas toujours facile quand on veut passer en bio d'y avoir de nouveaux recours. Donc voilà, donc on est tout un réseau de chargés de mission, donc il y en a un par département, pour travailler sur l'accompagnement des sites de restauration collective. Donc notre réseau, et donc là moi je suis en lien avec l'UBO et la BOCEA sur le projet Cool Food Pro, et là aujourd'hui on vous présente parce qu'on souhaite que vous puissiez rejoindre le mouvement Cool Food Pro, et on a aussi formé les collègues du réseau à devenir des ambassadeurs du projet Cool Food Pro, c'est-à-dire à pouvoir aussi vous accompagner si vous avez besoin à utiliser les outils Cool Food Pro, et potentiellement à essayer si vous en ressentez le besoin, être à vos côtés pour faire l'état des lieux avec vous de vos pratiques, et vous orienter en termes d'approvisionnement vers les producteurs, les artisans qui pourraient vous approvisionner sur des produits bio, de manière à ce que vous ayez des approvisionnements bio bien sûr, mais aussi le plus local possible, avec le moins d'intermédiaires possible entre vous et le producteur. Et donc, du coup, alors je suis vraiment embêtée parce que je ne peux pas vous montrer le diaporama, je ne sais pas ce qui se passe. Et si je fais un reset sur mon ordinateur, je ne vais plus être en lien avec vous. Je vous renverrai ça de toute façon via Laetitia. Vous aurez les contacts de mes 3 collègues au niveau Bretagne. Donc, il y a Maud Chabert qui est à la Maison de l'Agriculture biologique des Côtes d'Armor. Je m'excuse, je bafouille. Emmanuel Follin qui est au GAP 56, et puis Pauline Cross qui est à Agrobio 35, et Jean-Michel tout à l'heure justement évoquait Pauline qui sur le projet Cool Food Pro va probablement lancer un échange avec l'ADAPI pour voir comment utiliser l'outil, et que ce soit un outil d'aide à l'accompagnement au changement. Donc voilà, donc ne pas hésiter à faire appel à nos structures, à la fois peut-être pour faire un petit peu le point sur où vous en êtes en matière de restauration, et surtout, souvent la question principale, c'est de savoir où trouver des produits bio. Selon la zone géographique où vous êtes, on peut vous mettre en lien avec des opérateurs à même de vous fournir. De notre côté, on forme aussi les opérateurs bio à s'adapter aux spécificités de la restauration collective, qui ne sont pas les mêmes que de faire un marché de vente directe ou d'aller livrer un magasin. Donc ça, c'est aussi notre travail. Donc on fait un peu la jonction entre le monde de la consommation, quel que soit le contexte de la consommation dans lequel on est, au monde de la production. Et très souvent aussi, notre objectif, c'est vraiment aussi de recréer du lien entre le monde de la production, le monde agricole, et le monde de la consommation. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes sur des événements aussi parfois grand public, ou alors si vous avez l'opportunité parfois de créer du lien, enfin de créer des événements pour recréer du lien, où on peut organiser par exemple soit la venue d'un agriculteur ou d'un artisan sur un événement pour parler de ses produits, ou à l'inverse, quand vous avez besoin de mobiliser des équipes pour retrouver le sens de ce que c'est qu'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, d'aller les emmener aussi sur des fermes. Ça fait partie aussi de nos missions, c'est de pouvoir vous proposer d'aller à la rencontre du monde agricole, de voir les enjeux aujourd'hui dans lesquels on est, et notamment actuellement il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux climatiques sur lesquels on est très touché. Et dans l'outil Cool Food Pro, voilà, on parle de saisonnalité, on parle de réduire la quantité de viande dans l'assiette, et on a des producteurs, nous, de viande en bio qui ne sont pas du tout hostiles à cette idée-là, à partir du moment où justement ça leur permet de mieux produire la viande, de laisser les animaux plus longtemps dans les champs, de les nourrir correctement, et de se dire que les consommateurs en mangeront moins, mais du coup de meilleure qualité. Voilà, je vous dis les choses un petit peu sans doute dans un ordre différent de ce que j'avais prévu au départ, mais voilà, le message fort que je voulais vous passer, c'est que voilà, je vous transmettrai les coordonnées de chacun de mes collègues dans les 4 départements, de manière à ce que vous puissiez
prendre contact avec eux si vous avez des besoins en termes d'approvisionnement bio, et sachant que chacun de ses collègues sera en mesure aussi, avec vous, de faire le lien sur Cool Food Pro. Merci beaucoup, Florence. Ça a été très clair, en tous les cas, même sans le support du diaporama. Donc, n'hésite pas peut-être même à les mettre dans le chat si jamais tu veux, et puis on les transmettra de toute façon aux participants du webinaire. Mais là, je ne peux rien faire avec mon ordinateur. Ah oui, pardon. Très bien. Alors, du coup, je regarde en même temps donc, le chat en même temps. Voilà, donc bon. Pas de souci. Je vous propose maintenant de passer à une autre phase. Peut-être qu'il y a des questions par rapport, pour Florence déjà, par rapport au réseau des MAB, donc n'hésitez pas aussi à les poser. Voilà, on peut se laisser quelques minutes pour cela. Pas de questions. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un échange entre participants, et puis je laisse du coup l'équipe de Cool Food Pro également voilà, prendre la main. Très bien, bravo. Ça y est. Sur la réalisation Sans parler, c'est en plus direct. Voilà. Bah Sans oui. parler, c'est Mais plus oui, bien sûr. facile de résoudre voilà. les problèmes. Donc, Bon, je ne suis pas bravo. encore en mode plein écran, mais comme ça, vous voyez s'apparaître Merci. les coordonnées des différents chargés de mission qu'il y a dans chaque département. Donc, à noter que ce ne sont pas toujours les mêmes nomenclatures qui existent selon les départements. C'est ça. En voilà, fait, voilà, on a des maisons, peut-être pour vous expliquer, il y a des GAB. D'un côté, ce sont des groupements d'agriculteurs bio. Et parfois, dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère, on a des GAB, mais on a aussi une MAB, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la structure vraiment orientée vers l'action technique et syndicale auprès des producteurs. Et la MAB, c'est plutôt une structure interprofessionnelle qui va du producteur au consommateur et qui porte un peu plus les actions de filière. Et donc, parfois, ces actions, elles sont un petit peu portées dans le 56 et dans le 35, elles sont portées, elles sont intégrées dans le GAB, alors que dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère, on a fait le choix d'avoir deux structures complémentaires, mais qui restent deux structures distinctes. Merci beaucoup. Je vous laisse peut-être, Audrey, Jean-Michel et Florence reprendre la main par rapport à la simulation sur Cool Food Pro. Oui, je vais partager à nouveau mon écran. Peut-être dans cette attente, Marie Béra avait une question sur le fait de pouvoir bénéficier en fait des ressources en tant que effectivement chargé de mission en lien avec un PAT par exemple. Donc oui, il est tout à fait possible. Et puis on avait évoqué pendant l'échange précédent qu'il était aussi possible de se former pour devenir ambassadeur, ambassadrice de Cool Food Pro, et donc de se former et d'avoir accès aux ressources. Ce qu'on n'a peut-être juste pas précisé avant qu'Audrey lance et ça va bien être complémentaire justement par rapport à la présentation de l'application, c'est que donc on peut calculer sur des progrès, des indicateurs environnementaux sur des changements de pratique, et je pense notamment au PAT, peut-être qui peut se mettre en lien avec les sites de restauration collective de son territoire. Là, on peut aussi rétroactivement, par exemple, si vous avez des sites de restauration collective qui ont déjà opéré des changements de pratique depuis le début d'année, qui ont par exemple fait le choix d'augmenter des lignes de produits bio, de mettre un repas végétarien supplémentaire depuis le mois de janvier, par exemple, on peut faire les calculs justement sur le calculateur que l'on vous montrait, Audrey, et ça peut être mis en évidence sur un territoire, par exemple. Sur Brest Métropole, là, c'est un petit peu la démarche qui va peut-être être engagée avec la métropole, c'est de retourner vers chaque site de restauration collective de la métropole et de voir en termes d'empreinte environnementale les changements qui ont été mis en place depuis quelques temps par chacun des sites indépendamment, quelle masse ça fait de gains environnementaux à l'échelle de son territoire, et puis surtout comment créer l'interaction entre les sites et leur donner envie aussi de prendre des nouveaux défis ensemble en s'aidant mutuellement, parce qu'en fait l'échange entre pairs en matière de restauration est tout aussi enrichissant que nous, les outils qu'on apporte. En fait, c'est surtout un prétexte à donner envie à chacun de prendre des défis et puis de s'aider de ses voisins pour les relever. Merci. Ça veut dire aussi que ça peut être un outil, je pense, de sensibilisation auprès ou d'argumentation, en tous les cas, auprès des familles.
Je pense notamment au MFR ou à d'autres établissements de l'ESS qui accueillent effectivement des jeunes, d'expliquer aussi l'engagement qui est pris par l'établissement. On est aujourd'hui dans une démarche de sobriété énergétique, dans des plans de sobriété, donc ça peut être aussi peut-être un argument de communication aussi auprès des familles, des jeunes qui sont inscrits dans ces établissements. Oui, tout à fait. Pour vous présenter un petit peu l'outil, donc on va arriver là sur une page d'accueil sur laquelle on va avoir 3 portes d'entrée. Cette porte d'entrée sur les achats va regrouper les 3 leviers, le bio, local et de saison, que l'on va prendre indépendamment les uns des autres en fonction de là où en est l'établissement et ce vers quoi il veut aller. La deuxième porte d'entrée va plutôt concerner justement la réduction du grammage de viande de poisson. Et la troisième entrée va concerner le gaspillage. Voilà, on les a séparés de cette manière. On peut voir en dessous la liste des défis qui sont en cours. Donc, à chaque fois, on explique avec une petite phrase quel est le défi. S'il y a déjà des gains de CO2 générés, ils vont apparaître tout de suite ici. Et à chaque fois, on indique quand réaliser une mesure, donc avec un système de mesure mensuel, à partir de quand réaliser une mesure. Quand on a le petit bouton « Mesurer ses résultats », ça veut dire qu'un mois est déjà passé sur le défi en question et donc il faut rentrer quelques données pour pouvoir faire afficher des gains environnementaux. On a un système de bonnes pratiques dont parlait Florence aussi tout à l'heure, voilà, sur lesquels on peut s'engager, et une bibliothèque qu'on peut aller consulter là. Et sur la partie droite, on va voir sa progression dans le temps. Donc, on a une courbe ici qui s'affiche sur l'empreinte climatique. On peut modifier pour regarder sur d'autres indicateurs sa courbe. Et toujours un peu ce système de convertisseur CO2. Vous aviez dû le voir aussi dans une slide où on avait mis quelques indicateurs pour convertir le CO2. Ce n'est pas toujours facile, même pour nous encore, de pouvoir vraiment bien concrétiser ce que sont les émissions de gaz à effet de serre, donc représentées par le CO2 équivalent. Donc, on a utilisé le convertisseur qui a été créé par l'ADEME, voilà, qui fonctionne bien sur le site Mon Convertisseur CO2. On a pu le récupérer. Et donc, on a des petits équivalents un petit peu plus concrets qui parlent plus du quotidien pour du coup, voilà, faire quelque chose de plus tangible. Je vais rentrer sur l'une des portes d'entrée pour vous montrer un exemple. Ce qui serait bien, c'est que ça soit un petit peu participatif. Donc, je ne sais pas si quelqu'un, du coup, veut faire une proposition de défi soit parce qu'elle fait partie d'un établissement et a vu une piste qui pourrait être intéressante à modéliser, ou je pense effectivement sur un événement à venir, type un festival ou type une organisation sportive, s'il y a des idées voilà, de choses à modéliser, soit sur des achats ou... Est-ce qu'il y a une proposition? Quelqu'un veut se lancer? Je veux bien essayer. Alors, juste pour que je comprenne bien, là, Ouais. on est dans la peau de, par exemple, pour le cas d'un organisateur de festival, on est dans la peau du responsable restauration, par exemple. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc là, sur la page d'achat, il va effectivement voir tous les types de produits qui sont bien sûr classés par catégorie, sur lesquels il peut travailler sur le levier bio, local ou de saison. Donc, on peut peut-être prendre, je ne sais pas, un exemple de passage en bio d'un produit. Oui, complètement. Ouais, ça te va. Est-ce qu'il y en a un qui te parle plus qu'un autre? Pomme de terre, c'est pas mal, mais on fait beaucoup de frites dans les festivals. Ouais. Alors, c'est un défi où j'ai déjà pris une mesure. C'est pas grave, on va... Non, c'est bon, c'était sur le parfait, sur le local. Donc, tu vois, on voit qu'il y a déjà une mesure en cours sur un défi en cours sur le levier local, mais on va du coup effectivement rajouter un sur le bio. Donc, comme je vous disais, à chaque fois, il y a une phase, choix du levier, ça on vient de le faire, diagnostic, on va pouvoir modéliser le changement de pratique du passage en bio de la pomme de terre et puis définir le défi qu'on veut se fixer. Et du coup, l'entrée, elle est par ingrédient, en fait. Enfin, elle est d'abord par levier. Exactement. Et ensuite par ingrédient. OK. Ouais, on a essayé de faire ça assez simplement de cette manière-là pour que justement, effectivement, un chef de restauration puisse se dire je vais plutôt travailler sur tel type de produit. Donc, s'il veut travailler sur quelques légumes à passer en bio, il va les choisir un à un et puis il va rentrer les données. Ouais, c'est ça.
Donc, je ne sais pas, ce festival-là, l'an dernier, combien à peu près Alors, sur le festival, c'est en tonnes, souvent. Ouais, Donc, on pourrait dire, bien. allez, 2 tonnes, donc 2000 kilos. Voilà. Il n'achetait pas en bio, du coup, il achetait uniquement en Non. conventionnel. Ouais. Voilà. Donc, si l'établissement a les informations, c'est facile, on les rentre. S'il a plutôt une information d'un pourcentage d'achat, il peut l'indiquer aussi. Et s'il commence de zéro, il peut aussi passer l'étape. De renseigner les données à la phase de diagnostic, en fait, ça va permettre d'être le plus précis possible sur la phase de modélisation au niveau des gains qui vont s'afficher là. On va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe à partir du moment où 5%, 6%, 7%, 10% de ces patates vont être passées en bio sur le prochain événement. Donc, je vais vous modéliser par exemple avec la moitié passée en bio, on voit les kilos de CO2 qui s'affichent. Et si le festival, le responsable de restauration de ce festival décide de prendre 100% de pommes de terre en bio, voilà les gains qu'il peut estimer sur son prochain événement. Voilà. Alors, protection des espèces, ça représente quoi en fait, cette donnée-là? Alors là, c'est la diversité des espèces qu'on peut trouver dans les champs, entre un champ qui est traité en conventionnel et un champ qui est traité en bio. On protège les espèces quand on est sur un champ traité en bio. On gagne plus 35% de protection de la diversité des espèces, donc d'avoir vraiment plusieurs espèces d'oiseaux qui puissent continuer d'être en harmonie avec la nature, on va dire, et dans ce champ en question. D'accord. Voilà, ça, c'est un nouvel indicateur qu'on a pu sortir, qu'on a pu mettre en place récemment avec une étude qui est apparue là. Vous n'hésitez pas dans l'outil. Oui, il y a des petits pop-up comme ça pour donner des indications. Ouais. Oui, Célia? Oui, ce n'est pas une question, c'est justement, je rebondis sur cette thématique-là des festivals. J'imagine que aussi l'un des gros défis des festivals, c'est de faire face à la gestion aussi des déchets. Et en fait, en parlant justement de pommes de terre, je sais qu'il y a des alternatives possibles, notamment à base de peaux de patates, qui permettent de… En fait, ça permet comment dirais-je, d'apporter un emballage, c'est-à-dire que c'est un emballage qui est comestible. Et donc, d'où l'intérêt, du coup, je rebondis, la boucle est bouclée, mais d'où l'intérêt aussi de passer par des pommes de terre qui sont bio, parce qu'avec la peau de la pomme de terre, on peut réutiliser et faire de l'emballage, et du coup, en fait, manger l'emballage. Donc voilà, je pensais à ça. Et voilà. Donc, nous, on préconise effectivement d'acheter des pommes de terre bio parce que ça évite de les éplucher, de les couper directement, de les passer directement dans la machine à frites. Du coup, c'est un gain phénoménal pour soit les bénévoles, soit les équipes de cuisine. Oui, et même à Paris notamment, je sais qu'il y a un restaurateur qui fait ça plutôt que d'utiliser des emballages, même papier, parce que finalement, c'est quand même des déchets. Et ben lui, il fait frire, je ne sais pas comment il fait ça, mais il réutilise la peau de pomme de terre en guise en fait de sachets, et comme ça, ça évite en fait les déchets, et en fait, en plus, c'est surtout gratuit pour le restaurateur. Ok, intéressant. Il y a pas mal d'initiatives comme ça. Moi, j'ai entendu parler de couverts comestibles aussi. Quelques restaurants qui commencent de vente à emporter, qui commencent à se mettre aussi à des initiatives comme ça. On a des initiatives comme ça, notamment sur Rennes, d'une personne qui crée des emballages en fait pour manger. Hein. Ça sert de récipient en fait, et c'est fait à base de farine, d'huile, etc. Et c'est totalement comestible. Exactement. Et ils ont fait ça notamment au Stade Rennais. Ah, super. C'est vraiment bien. Excusez-moi, il y a une question. Le sujet de la pomme de terre, du coup, inspire pas mal de monde. Je laisse peut-être, pardon, je me permets, Stéphanie Thébault d'Initiative Bio-Bretagne a mis une question dans le chat avant de passer la main à Sévina. Donc, comment mesure-t-on l'impact des pommes de terre bio entre le sud de la France et la pomme de terre bio Bretagne? Alors là, on va être… en fait, on sépare les leviers dans l'outil. On n'a pas fait de calcul sur deux leviers en même temps. Ça aurait été très complexe à remplir, et même en termes de fonctionnement de l'outil. Donc, c'est pour ça que sur la phase initiale, vous ne l'avez pas vu, je vais vous le montrer sur un autre défi juste après. On sélectionne bien le levier sur lequel on travaille. Et s'il y a une question de relocalisation et de passage en bio d'un même produit, à ce moment-là, on va prendre deux leviers différents. On va d'abord calculer les gains sur le passage en bio, et on va ensuite calculer les gains sur la relocalisation. Sachant que le calcul des gains qui se fait sur le passage en bio, il est fait sur le mode de production.
Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, le mode de production, c'est 90%, la production. Le transport, la partie vraiment livraison, ne représente à peine que 10% dans le cycle de vie d'un produit au niveau des émissions de CO2. Donc, c'était intéressant de vraiment séparer les leviers, de bien montrer l'impact du passage au bio. Et si, en plus, il y a un travail de relocalisation, OK, on le calcule séparément, on aura l'info sur un autre levier. Voilà. Merci beaucoup. Sévina, je te laisse la parole. Oui, merci. En fait, je voulais c'est un peu dans la continuité justement de cette intervention. C'était pour savoir, est-ce qu'il y a une prise en compte de l'action compostage? Parce que c'est pareil, il participe quand même à réduire l'impact s'il composte, ça revient à la gestion et les tri des déchets. Et donc, du coup, cette pomme de terre, si elle est épluchée, mais c'est les pommes de terre ou ça peut être pour d'autres légumes, s'il fait le compostage ou pas, est-ce que c'est pris en compte dans son calcul? Non, pas du tout. On n'est pas jusque dans ces détails-là. On se base vraiment sur des moyennes qui sont issues de grandes bases de données type Agribalise, donc la base de données de l'ADEME. On ne peut pas avoir ce niveau de détail-là. Et puis, on aurait aussi peut-être fait transformer l'outil en une usine à gaz. On a essayé de rester le plus simple possible en termes de calcul. Le levier compostage pourrait presque être un levier traité séparément. Il viendrait presque plus sur le levier réduction du gaspillage. Mais les leviers fonctionnent vraiment, comme je disais, indépendamment les uns des autres. Donc, pour ne pas trop le complexifier. Ouais. Typiquement aussi, ça fait partie des choses je ne pense pas qu'on l'ait mentionné, qu'on pourrait indiquer dans la bibliothèque des bonnes pratiques. La bibliothèque des bonnes pratiques, elle est là pour inspirer les gens sur leurs changements à réaliser, mais aussi potentiellement pour inscrire dans leur tableau d'action des mesures qui ne sont pas forcément quantifiables en termes de gains environnementaux, mais qui sont, en termes de bon sens, qu'on sait qu'elles sont bonnes à faire. De la même manière que dans les bibliothèques de bonnes pratiques, on a dû mentionner qu'effectivement, quand on achète des légumes bio et qu'on sait qu'ils vont être cuits derrière, ça ne sert à rien de les éplucher. On a ce retour-là très récurrent des cuisiniers. Et parfois, ce n'est pas toujours évident à mettre en place pour les cuisiniers au départ instinctivement, mais le fait de savoir que d'autres le font, ils commencent à le faire et on limite le gaspillage, on limite les pertes et puis en plus, on gagne un petit peu d'argent puisqu'on en met plus dans l'assiette avec la même quantité de produits. Donc là, on est vraiment sur des bonnes pratiques. Donc, je la note parce qu'effectivement, le compostage, ça fait partie des choses qu'on essaye aussi, sur lesquelles on essaye d'inciter. Je vous montre juste la dernière étape de prise de défi. Vous voyez, cette prise de défi, elle se fait vraiment en trois étapes. Le diagnostic, la modélisation, pour se rendre compte quand je bouge le curseur, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes gains potentiels, et la prise de défi. Donc, effectivement, cet organisateur de festival peut décider de rester à 100% ou réduire un peu, peu importe. Tout va se remettre à jour ici. Et ce qui est intéressant, et ce dont parlait Florence, c'est qu'effectivement, on peut faire du rétroactif. Imaginons que ce festival ait eu lieu en juin dernier et que les patates achetées pour l'édition de juin 2022 étaient en bio, alors qu'en juin 2021, elles ne l'étaient pas. Mais à ce moment-là, l'organisateur de ce festival va pouvoir indiquer à partir de juin et noter l'information ici. Alors, la seule chose que je vois, la petite limite pour la partie événementielle, on va dire, c'est que l'outil demande tous les mois des résultats, alors que le festival va pouvoir peut-être indiquer les infos une fois par an ou 2 fois par an s'il y a le même événement. Donc, voilà, c'est juste un peu cette limite que je vois qui va recevoir des emails de notification tous les mois pour rentrer des résultats alors qu'il n'aura pas acheté cette quantité. Donc, s'il veut que l'outil soit à peu près propre, il faudra qu'il mette 0 à chaque fois. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que c'est un monitoring, puisque là, j'ai validé le défi. Et ce dont je parle, c'est ça, c'est qu'en fait, puisque le mois de juin est déjà passé, on va lui dire, ça y est, tu peux mesurer tes résultats du mois de juin. Alors, je vais demander à Rudy combien de kilos de pommes de terre ont été achetés sur ce festival au mois de juin. On est toujours sur les 2 tonnes ou il y en a eu plus ou il y en a eu moins? Donc, le chiffre qu'on a rentré précédemment, ça correspondait à quand du coup? C'est fictif, hein, là, ce que je dis, mais ça correspondait normalement à l'année civile précédente ou à l'événement précédent.
pour faire une phase D'accord, ok. d'état des lieux. On imagine que tu as réussi cette année à faire des frites bio en juin. Dans ce cas, on va dire quantité constante, a Ouais. priori. Ouais, souvent, c'est quand même assez, à moins qu'il y ait un changement de fréquentation, mais Oui, mais bon, on va dire qu'il y a eu un changement de fréquentation, il y a eu plus de monde que prévu. ouais. Il y a eu 2 tonnes d'œufs. Donc, on confirme. Et là, on voit du coup les résultats qui ont été réellement générés. Et du coup, sur le compte de cet organisateur, il va pouvoir commencer à voir ses gains carbone sur les différents défis qu'il aurait pris, notamment celui-ci. Ça vous donne l'idée. Voilà. Ok. Là, on voit comme ça le parcours de bout en bout d'un défi. Il y a une nouvelle question, ouais. Ou plusieurs nouvelles, peut-être même. Célina, il y avait une question? Non. Non, c'est que la main n'est pas redescendue. Ok. Ah, pardon, excusez-moi. Ok. Au niveau, je vois qu'il est déjà 16h. Je ne sais pas, Laetitia, si tu avais prévu qu'on puisse avoir quelques minutes Oui, alors on a supplémentaires. démarré avec une petite dizaine de minutes de retard, donc Ouais. je propose qu'on se fixe 16h10 maximum, Ouais. effectivement. Moi, je vais raccourcir le temps de conclusion, il n'y a pas de souci, parce que je crois que le plus important, c'est quand même de tester cet outil-là, donc n'hésite pas à prendre ce temps-là. Super. Bah, du coup, ça permettrait de vous montrer un défi sur une autre porte d'entrée, l'entrée menu, pour vous montrer aussi autre chose. Alors là, une autre personne qui voudrait faire une proposition de défi fictif. Donc là, l'entrée menu, c'est soit on rajoute des repas végétariens qu'on ne faisait pas avant, ou alors sur un plat donné, on réfléchit à réduire la quantité de viande et donc de faire évoluer un petit peu la recette. Alors moi, je vais me lancer s'il n'y a pas de proposition. Vas-y, Est-ce que j'ai une question surtout, est-ce que dans l'outil, il y a possibilité de mettre des céréales, par exemple, semi-complètes ou complètes? Alors, on ne travaille pas sur la recette. Donc, oui, tu peux effectivement faire ce qui te semble le mieux par rapport à cette recette. Ici, ce ne sont pas des recettes à proprement parler, ce sont des types de plats en fonction d'une catégorie de viande ou type de plat végétarien. Et on va faire des calculs de gains environnementaux par rapport au type de viande qui a été utilisé. Et quand on va réduire les grammages, on va prendre l'exemple. Les lasagnes, parce que les lasagnes, c'est assez facile. Toujours ces 3 phases de diagnostic. Et ça va répondre à ta question, je pense, Laetitia. On va imaginer qu'on a une catégorie de convives adultes. On a par service 200 couverts, par exemple. Et on utilise aujourd'hui 110 grammes, mais sur des belles portions. 110 grammes, ça c'est le grammage de protéines animales qui est utilisé dedans. J'avais demandé à ce qu'ils rajoutent, ils ne l'ont pas rajouté encore les développeurs, que ça soit plus précis. Ici, on va avoir quelques petites informations au moment de la phase de modélisation. Modéliser ici des gains environnementaux, c'est réduire cette part de protéines animales dans cette recette. Donc, effectivement, dès que je commence à réduire, hop, je vois, si je réduis déjà de 10 grammes, je vois qu'on est déjà à 70 kg quasiment de CO2. On a des petites informations ici qui apparaissent où on peut retrouver justement sur celle-ci la valeur nutritionnelle recommandée par le GMERCN. Donc, déjà, ça nous permet de se dire comment on se situe par rapport à cette valeur recommandée. Et ici, si on passe à 0, on met une alerte. Pensez quand même à introduire des légumineuses. Voilà, alors ça répond pas à ta question sur les céréales semi-complètes ou complètes. C'est vrai qu'on pourrait le rajouter. Pensez à introduire des légumineuses. Pensez à mettre aussi à des céréales semi-complètes ou complètes si vous le pouvez sur cette recette. Après, c'est une petite information qui n'est pas spécifique à la recette, qui apparaît à chaque fois qu'on choisit un plat pour réduire le grammage. Mais en tout cas, c'est pertinent, ouais. Ta question, ouais, ton retour. Voilà, là je vous montre si on réduisait par exemple de 30 grammes, on arrivait avec des lasagnes avec 80 grammes en introduisant par exemple déjà un petit peu de légumineuses. Sur ce plat-là, on est à plus de 200 kg déjà, pour seulement 200 convives.
Les sites pilotes avec lesquels on travaille, Cuisine Centrale de Brest, ils sont à 6 000 repas jour. Le CHU de Brest, ils sont à 6 400. Donc, autant vous dire qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur la réduction des grammages de viande ou sur l'ajout de repas végétariens, c'est monté très vite en termes de tonnes économisées. C'est pour ça qu'on a réussi à déjà atteindre 200 tonnes économisées et mesurées dans l'outil. Voilà. L'impact vraiment environnemental sur la réduction du grammage de viande, poisson, il est vraiment très, très fort. Voilà. Sur la question du levier bio, les enjeux se jouent beaucoup autour de la biodiversité. Il y a des enjeux un petit peu sur le climat, mais il y a beaucoup d'enjeux, plus d'enjeux finalement sur la biodiversité. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé que l'indicateur climat. Là, sur la prise de défi, elle se fait comme le défi sur le bio. On va définir bien ce qu'on veut mettre dans son défi. On choisit à partir de quel moment on veut le faire commencer. On peut même le choisir pour l'année 2023 si on le souhaite, et puis on valide. Est-ce qu'il y a des questions à cette Alors, Rudy a une remarque, peut-être, le message ne devrait-il ne pas être plutôt pensé à intégrer une source de protéines alternative? Alors, du coup, elle peut être différente de légumineuse. Peut-être, Rudy, si tu souhaites expliquer un peu plus ta question. Non, c'est juste en termes pédagogiques. Effectivement, c'est important que chaque repas contienne des protéines, mais ça peut être autre chose que des légumineuses. Ce n'est pas limité aux légumineuses, ça peut être aussi une protéine animale autre que de la viande, des œufs, du fromage ou aussi des céréales. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs familles d'aliments qui sont riches en protéines et pas uniquement les légumineuses. Oui, complètement. En fait, j'ai répondu dans le chat. En fait, c'est vrai qu'on a mis l'accent sur les légumineuses parce que c'est des produits auxquels nous, on est particulièrement attachés parce qu'elles ont une valeur intéressante aussi au niveau agronomique, qu'elles sont sous-utilisées dans les menus en restauration collective. Alors même aussi que ça fait partie des recommandations nutritionnelles aujourd'hui de manger 2 fois par semaine des légumineuses. Donc, c'était un peu pour attirer l'attention. On avait quand même en tête la cible des cuisiniers de restauration collective quand on a créé l'outil et que les légumineuses, on souhaite vraiment qu'elles trouvent leur place dans les menus. Et justement, par petites touches de cette manière-là, c'est-à-dire quand on réduit le grammage, on met un petit peu. Et puis aussi, parce que quand on met protéines d'autres natures, naturellement, le fromage, j'y pense assez facilement, les œufs aussi, mais par contre, ce qui arrive aussi très fréquemment, c'est des produits ultra transformés, qui sont des protéines végétales, et ça, on essaye dans notre métier, nous, d'accompagnement, vraiment d'éviter ces produits-là, qui sont aussi coûteux que la viande, très souvent, et qui, en plus, nutritionnellement parlant, sont vraiment des calories vides. Donc, c'était un petit peu ce côté pédagogique qu'on a voulu souligner avec les légumineuses. Okay. Mais la remarque est effectivement tout à fait pertinente. Ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'on dit à l'oral. Voilà, mettez un peu de fromage en plus ou des choses comme ça autrement. Et ils le font déjà. Les principaux plats végétariens, parce qu'avec la loi Egalim, ils ont l'obligation de mettre un repas par semaine végétarien. Ils se tournent très facilement vers les pâtes au fromage, vers l'omelette. Donc ça, c'est acquis en fait. Par contre, comme le dit Florence, le volet légumineuse, on sent que voilà, il y a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement, il y a besoin de casser un petit peu d'aller au-delà des barrières qui pourraient tout de suite mentionner. Donc voilà, c'est ça, c'est essayer de les accompagner. Il y a dans l'autre outil qui est l'outil de communication, on va trouver qui est accessible depuis l'accès au portail, donc c'est le portail des membres Cool Food Pro. On va trouver tous les posters de communication qui sont en lien avec les défis qu'on a pris dans le calculateur. Il y a aussi des recettes qui sont partagées et on essaye de pousser au maximum les établissements qui participent au programme Cool Food Pro et qui travaillent sur des nouvelles recettes justement à base de légumineuses, à les partager à l'ensemble de la communauté pour qu'il y ait des bonnes habitudes qui commencent à se prendre de ce côté-là. Et Laetitia, sur le volet des céréales semi-complètes, ça fait partie des choses qu'on a mis dans la bibliothèque de bonnes pratiques aussi. C'est-à-dire que dès lors qu'on passe en bio sur ces produits-là, aller vers du semi-complet, voire du complet sur le volet nutritionnel et aussi sur l'effet satiété plus important. Oui, ça, on l'a mis dans la bibliothèque des bonnes pratiques. Sur le grammage, je pense que c'est important effectivement de travailler là-dessus, notamment, ne serait-ce que sur le pain, en fait. C'est tout à fait. Des choses. Oui, tout à fait. Pour vous montrer une autre page, c'est la page progrès sur laquelle on va pouvoir retrouver les différents indicateurs sur lesquels
on s'est objectivé. Donc, on a effectivement toujours l'indicateur climat, on va voir le nombre de défis, le nombre de bonnes pratiques qui sont en cours, et puis on retrouve les différents indicateurs de biodiversité, de consommation d'eau, les économies financières. On retrouve les différents leviers, ça permet d'avoir un récapitulatif aussi des leviers qui existent. Et puis, on a la courbe de progression ensuite, soit en cumul de gains, soit en gains. Là, on voit la courbe verte, les gains au mois ou le cumul de gains. Donc, les gains au mois ne peuvent s'afficher que si le monitoring est fait mensuellement aussi. Si un établissement remplit des défis mais ne vient pas faire son monitoring, forcément, il y aura zéro progression qui pourra s'afficher naturellement. Donc, on essaye aussi de bien faire passer le message que voilà, l'utiliser le calculateur, c'est aussi revenir régulièrement dans l'outil pour renseigner les données. Il y a un système de notification et des notifications, un peu comme Facebook, là en haut à droite, pour dire là où on en est, qu'est-ce qu'on a pris comme défi, etc. Et par mail aussi, qui sont envoyés tous les mois pour rappeler qu'il y a des défis en cours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'outil? Après, le mieux, c'est de vous inscrire, de le tester, de regarder. Et donc, je disais, vous pouvez le tester en tant qu'utilisateur test en allant dans mes informations et puis en cochant cette petite case « J'utilise l'outil en rentrant des données fictives ». Comme ça, n'hésitez pas vraiment à le tester de bout en bout. C'est toujours intéressant d'aller faire aussi ces phases de monitoring. Petit bouton mesurer mes résultats là qui peuvent apparaître. Voilà, je n'ai pas forcément présenté la vue coordinateur, mais bon, Laetitia, je pense qu'on va peut-être manquer de poursuivre. temps. Oui, et puis je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant, vous l'avez évoqué à plusieurs moments, que certaines structures peuvent être ambassadrices finalement de cet outil-là, donc peut-être se programmer un temps ensemble là, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes aujourd'hui qui sont des personnes en charge en fait d'accompagner des structures ESS. Donc je pense que ça c'est important qu'on puisse organiser ce temps-là. Donc moi je coordonnerai pour qu'on se programme ce temps-là. Peut-être pour aussi se redire que finalement au niveau de la réglementation, autant les collectivités sont effectivement soumises à la réglementation depuis le 1er janvier 2022 par rapport aux objectifs de la loi Egalim et complétée par la loi Climat Résilience, autant les structures de la restauration collective privée dont font partie les structures de l'ESS, les prochaines échéances c'est plutôt dans un an puisque ce sera au 1er janvier 2024. Donc nous avons aussi cette année pour accompagner au mieux du coup les organisations ESS en utilisant par exemple cet outil Cold Food Pro et peut-être simuler aussi, à les accompagner à simuler justement ce changement de pratique. Donc je trouve que c'est très riche et très, c'est en tous les cas un bel outil pour permettre d'avoir cette prospective-là avec les structures. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions peut-être. Je vois qu'il est 16h13, on a quelques minutes de retard. Je nous excuse pour ce retard, mais je crois que c'était vraiment important aussi de voir de quelle manière on peut utiliser cet outil très opérationnel. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions. Je vais vous laisser de toute façon, vous avez tous mon contact au niveau de la CRES. Les prochaines dates, du coup, par rapport à ce cycle de rencontres sur la restauration collective dans les organisations ESS, je le rappelle, c'est vendredi prochain, une visite à la MFR de rue Maingold dans le Finistère. Donc, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont inscrites aujourd'hui au webinaire qui seront également présentes. Merci à vous trois pour cette présentation de Cold Food Pro. Et puis, comme vous l'avez dit, avec grand plaisir. N'hésitez pas toutes et tous à vous inscrire dans cette démarche ou en tous les cas accompagner les structures, vos adhérents ou les structures de votre réseau à s'engager dans cette démarche-là et à utiliser cet outil qui en plus a un certain nombre qui a en plus des ressources. Vous l'avez évoqué à plusieurs moments, des guides de bonnes pratiques, des recettes, des menus pour avancer dans cette démarche de progrès. Donc, c'est pas uniquement le calculateur, je crois que c'est aussi une très, très belle adresse pour avoir des ressources pour s'engager dans cette démarche. Beaucoup sont à venir.
Ouais, Et en plus, voilà, on est au début. Et à venir, ouais. Oui, on est là sur les prochaines semaines, justement, à essayer de déployer le maximum de ressources en ligne. Il y en a quelques-unes, mais on va vraiment compléter tout ça d'ici mars 2023. Donc, et puis ensuite encore après. Mais là, on a des objectifs au niveau de l'Europe de tout mettre bien en ligne, bien disponible et accessible à tous d'ici mars. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement sur le site Cool Food Pro, sur le calculateur. Tout ça évolue régulièrement. Oui, et puis, pardon. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est vrai que jusqu'à mars, le projet se termine, voilà, mars-juin, mais à revenir vers nous si voilà, vous rencontrez des questionnements de nouveau dans l'utilisation de l'outil. Et s'il y a des sites que vous accompagnez ou vous-même qui souhaitez rentrer dans l'outil, voilà, on a des lettres d'intention aussi sur lesquelles, pour formaliser un petit peu on vous avait dit qu'on devait accompagner 100 sites, donc ça se formalise de cette manière-là, des lettres d'intention qui doivent être signées pour l'Europe. Et puis, on peut aussi revenir avec vous pour justement affiner un petit peu l'utilisation de l'outil si vous avez des questions un petit peu pratiques. Ça, c'est encore possible jusqu'à mars à peu près, Audrey. Ah ouais, même juin, ouais. En fait, on a une fin opérationnelle du projet à mars et ensuite, on est sur une clôture administrative, mais on peut très bien, pendant la clôture administrative, continuer au maximum le support technique et puis même après. Oui, et je crois que vous l'avez évoqué à plusieurs moments aussi, c'est-à-dire que plus il y aura de structures qui vont se montrer intéressées par cet outil-là, même pour les années futures, en tous les cas, plus cet outil pourra avoir aussi des soutiens financiers pour continuer à exister en termes d'accompagnement. Donc, je crois que ça, c'est important aussi de se dire que même si des structures aujourd'hui, des organisations ne sont pas prêtes aujourd'hui à utiliser cet outil-là, en tous les cas, qu'elles n'hésitent pas à revenir vers vous en expliquant leur intention de se lancer dans cette démarche-là, même après 2023. Exactement. Nous, ça peut avoir du poids dans les discussions qu'on commence à engendrer avec des potentiels financeurs pour la suite. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, si certaines personnes veulent intervenir pour une dernière question ou pour un mot de clôture, n'hésitez pas à prendre la main. Je crois qu'on a pas mal de retours sur le chat, donc très enrichissant. Merci beaucoup pour la présentation, un super outil, un très bel outil, très pédagogique. Donc, je crois que c'est tout positif. Donc, merci, un grand merci. Merci à tous. À vous tous. Merci pour votre participation, merci pour votre présentation et bravo pour tout ce travail de qualité. Et puis, je crois qu'il va y avoir plusieurs porteurs de projets à venir. En tous les cas, on se fera, nous, le relais à la CRES Bretagne pour pouvoir diffuser au maximum cet outil et les ressources associées. Merci. Un grand merci pour ça, Laetitia. C'est super. Ouais. C'était une très belle opportunité pour nous de pouvoir le présenter là avec le CRES. Donc, c'est top.